Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être sur notre chaîne, La Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale aujourd'hui, à l'occasion justement de l'inauguration de l'ISTA, l'Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée. Eh bien, nous nous retrouvons ici dans cet établissement et nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau aménagé à cet effet le président de la commission de la CEMAC. La CEMAC, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci beaucoup de nous faire l'honneur et le plaisir d'être sur notre plateau. Merci beaucoup. Bonsoir, Madame la directrice générale, Madame Issa. Bonsoir. Le professeur Daniel Onaondo est donc le président de la commission de la CEMAC et nous allons aller vraiment rapidement. C'est l'occasion pour nous de savoir ce que c'est que la commission de la CEMAC et vous en êtes le président, donc vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous dire comment la CEMAC fonctionne. Écoutez, je vous remercie. Vous savez que la CEMAC, d'abord, c'est la conférence des chefs de l'État qui est présidée de façon annuelle par un chef de l'État. Actuellement, c'est le président Idriss Déby Itno qui dirige la conférence des chefs de l'État, qui est l'organe fêtier de la CEMAC. En dessous, il y a la commission. Et je suis le président de la commission de la CEMAC. Naturellement, nous appliquons les décisions prises par les chefs d'État, qui est l'organe délibérant. Donc, au-dessous, nous avons des institutions qui sont fortes. Le Parlement communautaire, nous avons la Banque centrale, la Banque de développement d'Afrique centrale. Mais je voudrais quand même vous dire que la CEMAC est sur deux pieds. Il y a l'Union économique d'Afrique centrale, l'Union monétaire. L'Union monétaire, naturellement, est dirigée par un membre du gouvernement, et là aussi à titre rotatoire. Et la Banque centrale est l'organe qui dirige la monnaie. Vous savez que la Banque centrale, c'est principalement trois fonctions. La banque des banques, elle refinance les banques, la Banque de la Nation, elle refinance les États, et la Banque de l'État. Parce que maintenant, il y a d'autre côté, c'est l'Union économique qui est dirigée aussi par un membre du gouvernement. Donc ces deux organes, un pour la gestion monétaire, l'autre pour le financement de l'économie. Et nous sommes là pour, disons, faire en sorte que la mayonnaise prenne. Naturellement, il y a d'autres institutions qui sont là, en l'occurrence l'ISTA, et des organismes, les institutions communautaires sont très nombreuses. Donc nous sommes là pour animer cette structure, faire en sorte qu'elle soit visible. C'est en cela que je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez de présenter la CEMAC, de faire en sorte cet organe qui est très méconnu. J'avoue que quand j'ai été nommé à la tête de la CEMAC, beaucoup de Gabonais ne savent même pas ce que c'est que la CEMAC. Et malheureusement, on ne peut pas parler d'intégration si les gens ne savent même pas l'organe qui s'occupe de l'intégration. Et je vous assure qu'une chose m'a été absolument pénible quand je suis allé au Fonds monétaire à la Banque mondiale. On dit que toutes les communautés fonctionnent à peu près correctement, mais la communauté de l'Afrique centrale ne fonctionne pas. Donc notre rôle, c'est non seulement d'être visible, et Madame la directrice générale vient nous montrer un exemple qu'on peut faire, la vision, on peut montrer que la CEMAC existe parmi les communautés qui sont ici présentes, mais aussi faire en sorte qu'on ait des projets intégrateurs qui permettent de faire en sorte que la mayonnaise prenne. Je crois que dans le cadre de l'émission, on aura l'occasion d'aller en profondeur dans les projets intégrateurs de la CEMAC. D'accord. Alors, quand on parle d'intégration, de quoi parle-t-on normalement? Cela renvoie à quoi, effectivement? L'intégration, c'est se mettre ensemble. Ça, c'est s'intégrer, se mettre ensemble, mettre petits moyens ensemble. Je crois qu'il faut accepter l'autre. Parce que une chose, là je l'ai dit dans l'intervention que j'ai faite tout à l'heure, les communautés en Afrique ne se connaissent pas. À la limite, on connaît les autres qui sont de l'extérieur, on ne se connaît pas. On a des préjugés vis-à-vis de nous-mêmes. Les Gabonais trouvent que les Camerounais sont ce qu'ils sont, les Camerounais trouvent que les Gabonais, chacun est convaincu que l'autre va l'envahir. Or, ce n'est pas le cas. Et pourtant, vous êtes des voisins. Nous sommes des voisins. Et je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de la dimension économique de nos pays, nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Nous avons déjà un instrument qui est très fort chez nous, c'est la monnaie. Nous avons une monnaie commune. Donc, indépendamment de la monnaie seule ne peut pas faire l'intégration. Il faut l'intégration physique, l'intégration économique. C'est ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui. Faire en sorte qu'il y ait des projets intégrateurs. Les États ont du mal à financer les projets intégrateurs. Les projets intégrateurs, c'est quoi? Les projets qui fédèrent les États. Nous avons les chemins de fer qui peuvent intégrer. Vous savez que généralement, les chemins de fer en Afrique ont été faits nord-sud. Les Européens ont fait les chemins de fer pour exporter nos matières premières vers l'Occident. Aujourd'hui, nous devons faire autre chose. Faire en sorte qu'on prenne les produits du Tchad, les amener au Gabon jusqu'au Congo. C'est-à-dire intégrer des chemins de fer sud-sud. Donc, l'intégration, c'est se mettre ensemble,
faire en sorte que le développement économique ne soit pas... Aujourd'hui, il y a une tentation de se replier sur soi. Je crois que c'est une mauvaise tentation. Des pays comme les États-Unis peuvent se le permettre parce qu'ils ont une dimension économique importante. En économie, on dit que pour être grand, il faut à peu près être 10 millions d'habitants. Il y a un seul pays en Afrique centrale aujourd'hui qui a plus de 10 millions d'habitants, c'est le Cameroun. Donc vous comprenez très bien que tous les autres pays ont intérêt à se mettre ensemble. C'est d'autant plus que nous avons des produits, des matières premières. Or, nous avons eu tendance à exporter de ces matières premières à l'état brut. Il faut les transformer sur place. Parce qu'on sait aussi que plus les choses sont transformées sur place, plus il y a la valeur ajoutée. Donc pour transformer sur place, il faut des économies, pour qu'on puisse avoir des économies d'échelle, il faut qu'on se mette ensemble. Et quand on regarde un peu les premières études, quand il y avait l'enfance de l'Union douanière équatoriale, l'ASPAF, la raffinerie de Port-Gentil, était faite pour les 6 États. Donc il faudrait qu'on se mette ensemble. Je crois que l'Union fait la force. C'est pourquoi notre rôle, non seulement de faire connaître la CEMAC, de faire en sorte que ce soit intériorisé, non seulement par les États, mais par les communautés. La CEMAC ne doit pas seulement être une idée véhiculée par les chefs d'État. Je vous avoue que je les ai un peu fréquentés. Ils me font l'honneur de me recevoir. Il y a une volonté énorme des chefs d'État de se mettre ensemble, de pousser l'intégration. Alors, Monsieur le Président, vous le dites, cela paraît évident. L'intégration, justement, n'a que des effets bénéfiques. Mais qu'est-ce qui fait que ça bloque? Pourquoi ça bloque? Puisque chacun des présidents comprend l'intérêt de la chose, et puis il se trouve que ça bloque, notamment au niveau de la libre circulation des biens et des personnes. Le problème, c'est que les gens méconnaissent les efforts faits par les chefs d'État. Les chefs d'État ont pris la décision. Alors, quand vous dites les gens, c'est qui? Non, les populations ne connaissent pas les efforts faits par les chefs d'État. Parce que nous-mêmes, on ne les vend pas mieux. Parce que à N'Djamena, les chefs d'État ont pris une grande décision de faire en sorte que la libre circulation des personnes et des biens soit actée. Mais ça nécessite une volonté politique énorme. Ils l'ont accepté. Donc aujourd'hui, nous, en tant que partenaires, nous devons populariser cette idée. Aujourd'hui, au niveau de la CEMAC et de la Commission, nous faisons en sorte qu'il y ait un passeport CEMAC. Il y a des couloirs CEMAC comme en Europe. Il y a un couloir, en disant, pour les gens qui sont de l'Union européenne, qui peuvent passer par là. Nous avons des couloirs CEMAC. Nous sommes en train de travailler pour le passeport CEMAC. De beaucoup de pays, on l'a adopté. J'ai le spécimen de la Guinée équatoriale. J'ai écrit au ministre des Finances du Gabon, deux ministres de l'Intérieur du Gabon et des Affaires étrangères pour qu'on puisse faire un passeport CEMAC. Donc, l'idée prend son chemin. Je vous dirais une chose. Alors, est-ce que ça doit prendre autant de temps? Non, vous savez, l'Europe ne s'est pas fait en un jour. L'Afrique ne se fera pas en un jour. Mais justement, à partir de notre position de recul, comme nous sommes en arrière, on a l'occasion, la possibilité de voir le chemin qui est parcouru. Non, on le fait beaucoup plus facilement. C'est vrai que... Je ne vous le cache pas, les étudiants de cet établissement m'ont demandé de poser ce problème de libre circulation. Ils n'arrivent pas à faire le parcours N'Djamena-Libreville ou bien Bangui-Libreville sans plein de tracasseries. Il y a déjà un gros effort qui a été fait. Moi, je vais à N'Djamena. On ne me demande pas un visa. Mais là, c'est vous. Non, mais je vous dis, le président Déby l'a dit, les gens peuvent rentrer au Tchad sans visa quand ils sont de l'Afrique centrale. Beaucoup de présidents le font. Au Gabon, c'était beaucoup plus difficile. Ça l'est un peu moins. Vous savez, Paris ne s'est pas fait en un jour. On ne fera pas l'Afrique en un jour un claquement de doigts. Ça nécessite des documents, ça nécessite d'éducation, parce que parfois, les chefs d'État prennent des décisions qui, parfois, ne sont pas appliquées des faits sur le marché. Mais justement, le problème, c'est que les décisions sont prises et on ne sent pas qu'il y ait, par exemple, de la communication autour de cela. C'est notre rôle de communiquer. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour dire que la libre circulation, c'est une réalité. Il y a des boulots d'étranglement, on s'y attelle. Il y a des commissions, les commissaires dédiés sont en train de travailler. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, j'ai tenu une réunion à Malabo sur la libre circulation pour voir ce qui ne va pas, pour faire en sorte que, au niveau des rencontres que nous avons avec les chefs d'État, au niveau des rencontres que nous avons avec les membres du gouvernement, pour les amener à accepter ce don qui est fondamental. Parce que le Camerounais qui a sa banane qui doit vendre au marché de Libreville, s'il ne peut pas arriver dans la journée, la banane pourrit. D'autant plus nous n'avons pas de centre de conservation. Donc il faut y arriver. À vice-versa, les Gabonais peuvent faire exactement la même chose. Alors comment se fait-il que le Gabon et la Guinée équatoriale soient, j'allais dire, les plus mauvais élèves dans le cadre de cette intégration? Le Gabon a accepté la libre circulation, la Guinée équatoriale a accepté la libre circulation. Il y a un petit problème qui s'est passé en Guinée équatoriale avec le coup de grisou qu'il y a eu là-bas. Il y a eu un resserrement. Nous sommes en train de travailler. Pourquoi nous sommes en train de travailler? Il faut sécuriser les frontières.
Nous avons mis aujourd'hui sur Interpol 1,7 milliard pour faire des passeports sécurisés. Nous allons faire des postes frontières pour que quand vous arrivez à la frontière, il faut qu'on lise votre passeport. Et ce sont des investissements qu'il faut faire. Dans les pipes du plan économie régionale, nous allons faire des postes frontières à Kiossi et à Mongomo pour permettre aux gens d'être... Parce qu'il faut savoir qui passe. Et je voudrais dire quelque chose. La libre circulation n'est pas la libre installation. Quand vous rentrez dans un pays, vous avez 3 mois. Et puis vous sortez. Si vous voulez revenir, vous revenez. Vous ne devez pas rester. Et pour le savoir, il faut qu'on ait des instruments pour savoir que vous êtes rentré et que vous êtes ressorti. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens. Les chefs d'État ont pris la décision, je peux vous le dire. Elle est en phase d'activation, donc on s'y attelle. Alors il existe un certain nombre d'instruments pour faciliter, pour accélérer l'intégration. Il y a notamment la formation et nous prenons l'exemple de l'ISTA, l'établissement dans lequel nous sommes. En quoi la formation est-elle si importante pour faciliter, pour accélérer l'intégration? D'abord, la formation, c'est le brassage des communautés. Moi, j'étais au lycée Lomba quand j'étais jeune. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de circulation, même à l'intérieur de l'État. La libre circulation existait, mais les gens ne se connaissaient pas. J'ai connu mes meilleurs amis, je les ai connus là. Ils venaient de Haut-Ogooué, ils venaient de Moyen-Ogooué, ils venaient de l'Estuaire, et sont des amis à vie. Donc, les étudiants, quand ils sont ensemble, ils se connaissent, ils ont une même culture. Déjà, c'est le brassage des hommes est très important. Ils ont le même niveau de connaissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de complexe en disant tel est Camerounais, il est mieux formé que tel. Nous avons un même moule qui forme l'élite. Donc je crois que c'est important. Et ça permet aussi aux opérateurs économiques, parce que c'est le rôle, de faire en sorte que tout le monde n'aille pas à la fonction publique. Ces gens-là, non seulement puissent créer des affaires, mais aussi puissent être recrutés dans le secteur privé avec un label beaucoup plus important que fait par un pays. Puis, ça fait l'économie des devises. Imaginez-vous ce qu'on dépense pour la formation de nos élites à l'extérieur. Il y a des écoles qui sont faites au Maroc et dans d'autres pays, au Sénégal, en France, que dis-je encore, qui sont spécialement faits pour les Africains qui viennent d'Afrique centrale. Ce sont des pertes en devises importantes. Aujourd'hui, compte tenu de la donne économique que nous connaissons, nous devons économiser nos devises parce qu'on ne les envoie pas avec du franc CFA à l'extérieur, on les envoie avec des devises. Donc ça permet aussi à nos pays d'économiser de l'argent et de pouvoir maîtriser la formation. Quelqu'un a dit, quand vous voulez coloniser un pays, rendez les hommes bêtes. Je crois que c'est fondamental. Tout développement économique passe par la formation des élites. Moi qui vous parle, je suis de famille modeste. Mon père n'avait pas d'argent pour m'envoyer en Europe. Mes parents, c'est l'État gabonais. Je suis reconnaissant de l'État gabonais. Sans l'État gabonais, je n'aurais jamais fait des études. Mon père avait quoi? Peut-être 150 000 francs, 1500 francs par mois. L'État gabonais m'a donné une bourse. Je suis allé en France, ils m'ont formé. Et je n'ai que juste de retour des choses, que je fasse en sorte que les jeunes aujourd'hui et de demain soient mieux formés. Ok. Alors, on va parler d'économie, justement. Il se trouve que les États de la CEMAC ont quelque chose en commun. Ils sont pratiquement tous en crise. Que se passe-t-il dans la mesure où on sait qu'il y a cette fameuse malédiction dont on parle, la malédiction des ressources naturelles, justement, qui sévit, alors qu'il y a possibilité de développer, par exemple, l'agriculture. On demande à ces pays de diversifier leur économie, mais là encore, on sent que la mayonnaise ne prend pas facilement. Que se passe-t-il? Non, les pays sont en crise. Il est trivial de le dire. Nous avons connu un coup de grisou. Le pétrole était à $100 le baril. Il est descendu rapidement à $40 le baril. Moi, à l'époque, j'étais Premier ministre. C'était un coup de grisou énorme. C'est d'autant plus que le pétrole occupe une part importante du budget de notre pays, une part importante du commerce extérieur. Et il y a 3 pays au Gabon, le pétrole, le manganèse et l'uranium, qui, dans le désordre, occupent le... Donc, aujourd'hui, les pays ont pris conscience. Pour notre gouverne, sur les 6 États, 5 sont des pays pétroliers. Donc, un coup de cette nature a mis les économies à genoux. Le Fonds monétaire est venu à la rescousse. On a pris langue avec le Fonds. Le Fonds a accepté de prendre des projets. Il y a 4 pays aujourd'hui qui sont en projet. Le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad ont un projet avec le Fonds monétaire. Le projet, c'est quoi? Nous allons avoir des bouffées d'oxygène. Le Fonds finance. Et le fait que le Fonds finance permet à d'autres bailleurs de fonds de venir. La BAD, le Trésor français, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a 2 pays qui ne sont pas en programme. Un vient de signer un programme de référence, c'est la Guinée équatoriale, et l'autre est en négociation. Pourquoi la négociation dure? Parce qu'on estime que la dette congolaise est extrêmement forte.
Les gens disent que c'est 110% du PIB. C'est énorme. La norme en Afrique centrale, c'est 70% du PIB. Donc ce travail se poursuit. Mais ce travail est ralenti aussi par le fait que tout le monde ne suit pas de la même façon, justement. Non, le Congo qui ne suit pas, justement. Non, il faut pas. Alors que la Banque mondiale et le FMI veulent régler le problème de façon, j'allais dire, sous-régionale. Non, c'est vrai que l'accord est régional. C'est vrai. Mais les négociations sont des négociations nationales. C'est vrai qu'à l'entame du projet, on a voulu remettre tous les moyens de paiement à la Banque centrale, ce qui n'était pas normal. Parce que c'était une façon de mettre sous tutelle les États. Aujourd'hui, chaque pays négocie l'accord régional. Parce que derrière cela, nous avons mis en place un programme de réforme économique qu'on appelle le PREF-CEMAC, qui, avec ses 5 piliers, suit la situation économique des États. Et après-demain, je serai à Douala. Nous allons travailler sur la surveillance multilatérale. Nous allons voir, parce qu'il est bon que les pays aient la même convergence économique. C'est vrai que pour que le programme réussisse, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle un passager clandestin. Il ne faut pas qu'il y ait le mouton noir. Il ne faut pas quelqu'un qui tire par le bas. C'est vrai que si nous ne pouvons pas négocier, si le Congo ne négocie pas, ça peut entraîner des conséquences au niveau de justement avec le Fonds monétaire international. Je crois que les chefs d'État, vous avez vu vous-même, le président Ali Bongo Dime était avec le président de la Guinée équatoriale, son Excellence Obiangema Bazoro. Ils ont décidé de convoquer une conférence de la CEMAC sur les problèmes de financement et sur les problèmes de la crise économique de notre région. Donc ça prouve qu'il y a une prise de conscience à haut niveau. Mais pour sortir de cela, et vous avez raison, il faut diversifier l'économie. Il faut diversifier. Il n'y a pas de sorcellerie en la matière. Pour diversifier, il faut créer d'autres sources de revenus. D'abord diversifier nos matières premières qui sont parfois transformées à l'état brut. Il faut les transformer sur place, qui ait une valeur ajoutée. Et il faut qu'on ait un marché beaucoup plus grand. C'est le rôle que nous jouons au niveau de la CEMAC, élargir le marché. La production gabonaise doit être vendue au Cameroun, la production camerounaise vendue en République centrafricaine. Malheureusement, il y a des contraintes qui ne sont pas dépendantes des chefs d'État. C'est la contrainte sécuritaire, vous le savez très bien. Aujourd'hui, nous avons un pays, la République centrafricaine, qui est quasiment en crise avec des problèmes d'insécurité. Le Tchad a des problèmes avec Boko Haram. Le Cameroun a des problèmes avec Boko Haram, avec la scission qui ne dit pas son nom avec nos amis anglophones. Au Congo, on vient de sortir d'une crise politique avec le pasteur Toumi. Au Gabon, ça fait 2 ans que les élections présidentielles sont finies, mais tout le monde sait que le problème reste pendant. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre sécurité et crise politique? Non, ce n'est pas nécessairement... Et situation politique? Non, tout est lié. Vous savez qu'il faut l'économie, ce n'est pas du saucissonnage. Quand il y a insécurité, naturellement, ça a des conséquences sur l'économie. Vous savez, aujourd'hui, en République centrafricaine, quels que soient les efforts que peuvent déployer les chefs d'État et tous ceux qui sont avec lui, mais si le pays est occupé par des banques d'armées, on ne peut pas exercer, on ne peut pas avoir la maturité de pouvoir exploiter les ressources naturelles du pays, utiliser tout le monde pour pouvoir développer le pays. Donc ça a des conséquences dommageables sur la situation politique. Ça fragilise d'ailleurs les chefs d'État. Tout le monde sait qu'en République centrafricaine, les élections sont passées tout à fait normalement. Malgré cela, la situation économique, à cause de l'insécurité. Donc, il y a une contrainte sécuritaire qui est forte au niveau des chefs d'État. Malheureusement, quand il y a cette contrainte sécuritaire, les ressources qui auraient pu être utilisées à autre chose vont aller au niveau de la sécurité. C'est ce qu'on a essayé de tirer l'attention du Fonds monétaire en disant les premiers programmes d'ajustement structurel avaient oublié la contrainte sociale. Parce que quand on dit aux gens de couper les salaires, on coupe, mais ça amène des révolutions dans la rue. Aujourd'hui, les mesures prises par le Fonds monétaire international ont tendance à occulter la contrainte sécuritaire et même la contrainte politique. Parce que ces pays vont rentrer, beaucoup ont eu des élections présidentielles, d'autres vont rentrer en élections présidentielles. Naturellement, ça a un impact sur la situation économique du pays. Ok. À propos toujours d'économie, on va parler un peu du franc CFA. Beaucoup ont pensé il y a quelques mois, il y a même un peu plus d'1 an, que le CFA d'Afrique centrale allait être dévalué. Et on considère que l'Afrique centrale, par rapport à l'Afrique occidentale, fait beaucoup moins d'efforts en matière d'économie. Qu'est-ce qui prévaut comme information exacte? D'abord, aujourd'hui, le franc CFA, c'est le franc de la communauté économique. C'est un franc qui concerne l'Afrique de l'Ouest, qui concerne l'Afrique centrale et les Comores. Vous le savez très bien. Nous avons une même monnaie qui n'est pas exactement la même. C'est un franc de la communauté d'un côté, c'est un franc de la coopération de l'autre côté. Bien, nous avons eu une crise énorme
à cause de ce que je vous ai dit, la baisse du prix du pétrole. Et effectivement, le problème s'est posé. Les présidents africains... Est-ce que c'est seulement la baisse des cours du pétrole? C'était fondamental. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de gouvernance économique? Mais je ne peux pas, moi je n'ai pas le droit de juger, moi je ne rentre pas dans l'aspect politique, parce que la politique est interdite. Moi je me contente de ce que je sais. Je ne sais pas s'il y a la mauvaise gouvernance ou pas. Il m'appartient de l'apprécier. Il appartient au peuple de l'apprécier, de juger le chef d'État quand il les vote. Moi, ce que je sais, la situation économique s'est dégradée. On le voit dans les indicateurs économiques. Et c'est dégradé en Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale est moins diversifiée. La crise a été moins forte au Cameroun. Pourquoi? Le Cameroun est plus diversifié. Elle est moins forte au Gabon parce que le Gabon est un peu plus diversifié. Elle est plus forte en Guinée équatoriale, au Congo, au Tchad, parce que ce sont des pays moins divers. Elle est très forte en République centrafricaine pour les situations dont j'ai parlé. Donc, pour vous dire, la dévaluation, d'abord, c'est une décision politique. C'est les chefs d'État qui décident. Et quand on dévalue, on ne fait pas de communication officielle en disant « je veux dévaluer ». D'aucuns disent que c'est la France qui décide. Non, avec l'accord des chefs d'État. Avec l'accord des chefs d'État. La France seule ne peut pas décider de la dévaluation du franc, c'est impossible. Il faut l'accord des chefs d'État. Ça a été fait en 1994, je crois, mais c'est l'accord, les chefs d'État ont accepté, ont acté la décision parce qu'ils n'acceptent pas de gaieté de cœur, parce que les situations économiques s'y prêtent. Donc, dans le cas d'espèce, les pays d'Afrique centrale n'ont pas accepté la dévaluation. La chose la plus dangereuse dans le cas d'espèce, c'est que cette fois-ci, la dévaluation n'allait pas concerner l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Elle risquait de concerner seulement l'Afrique centrale. Donc, ça allait faire déconnecter le franc CFA d'Afrique centrale et le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État n'ont pas accepté. Ils ont préféré un ajustement réel. Nous sommes en plein avec le PREF-CEMAC. Les indicateurs aujourd'hui vont à peu près dans le bon sens. Les indicateurs que nous avons aujourd'hui. Vous savez que le problème d'information aussi est un problème réel dans les économies. Aujourd'hui, nous avons des réserves de change qui étaient devenues le fameux compte d'opération, qui était pratiquement devenu pratiquement à zéro, sont aujourd'hui de 2 mois et demi. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir des réserves de 4 mois. C'est vrai. Nous avons, avec la Banque centrale qui a pris des mesures extrêmement importantes vis-à-vis des États, nous avons un redressement économique qui est encore lent, mais qui est dans la bonne direction. Il y a des pays qui étaient en récession, qui sortent de la récession, qui commencent à avoir un taux de croissance positif. Mais il faut continuer les efforts. Le message que nous donnons aux États, parce que c'est notre rôle, c'est que malgré la hausse du prix du pétrole, il ne faut pas qu'on lâche la contrainte d'austérité, qu'on lâche les vannes, qu'on règle nos dettes, parce que les entreprises qui ont de la dette interne, il faut régler cette dette, parce que cette dette permet de relancer l'activité économique. Il faut qu'on utilise cet argent à bon escient pour ce qui peut améliorer le développement économique de nos pays. Okay. C'est des projets qui sont des projets de développement. Justement, on va continuer de faire un peu de comparaison. En Afrique de l'Ouest, on parle beaucoup d'une monnaie commune et en Afrique centrale, on n'en parle pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus de tout cela, on parle de plus en plus en Afrique, de façon générale, de grande intégration. Je prends l'exemple de la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale. Alors, pour arriver à la ZLEC, il faut que les entités sous-régionales soient bien solides. Et on a là encore l'impression qu'en Afrique centrale, les choses traînent, ne vont pas dans le bon sens. Vous nous jugez très sévèrement. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a le bruit qu'on ne travaille pas. C'est vrai qu'ils ont pris l'avance. Le débat économique aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est de faire une monnaie unique. Le problème du franc CFA n'est plus un problème tabou. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Il y a des gens qui vous disent, parce que l'argent est fabriqué à Chamalières, c'est le colonialisme. Mais si on enlève, on ne fabrique pas à Chamalières, on amène au Gabon, ça ne change rien à l'affaire. Qu'on change le nom, ce sont ce qu'on appelle des réformes cosmétiques, ça ne change rien. Il faut aller en profondeur. On veut une monnaie, pourquoi? Il faut une banque centrale indépendante. Parce qu'il ne faut pas qu'on enlève le directeur général de la banque, le gouverneur. Il faut une monnaie qui ne soit pas dépendante des États. Parce qu'il y a des pays qui ont les monnaies à eux. Je prends, sans avoir de préjugés vis-à-vis de ce pays. Moi, j'ai vu à un moment, le Zaïre avait une monnaie. Moi, j'étais au Biche, à Brazzaville. Les gens traversaient pour venir faire le change. Les Zaïrois dormaient sur la monnaie. Personne ne volait. Vous allez au restaurant, moi j'étais à l'Osaïe, j'allais au restaurant avec un sac d'argent pour payer mon restaurant. Et vous disiez au restaurateur, choisis ta part. Mais je vous assure qu'au Biche, si vous posez 10 000 francs, vous faites décapiter parce que les gens vont voler. Mais est-ce que là, vous ne prenez pas les plus mauvais exemples? Il y a par exemple le Sidi du Ghana qui marche bien.
Mais justement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il y a un rapprochement entre l'UMOA et le Ghana. Et je crois que c'est un rapprochement important. Pourquoi? Ça va déjà décoloniser l'aspect français, puisque nous allons voir un pays anglophone qui va se mettre avec des pays francophones, qui va faire une monnaie unique. C'est une bonne chose, parce que effectivement, le Ghana, c'est un pays qui est bien géré, c'est un pays qui a autorité sur le marché, qui a une monnaie qui est crédible. Mais si ce pays accepte de se mettre avec les autres, c'est qu'il sent la nécessité d'être en communauté, dans une communauté plus importante. Okay. Pour revenir au franc CFA, à l'Afrique centrale, le débat a cours. Moi-même, je voudrais dans les prochains jours faire une conférence. Je voudrais qu'on puisse réfléchir sur faire les étages de l'euro du franc CFA. Parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on éclaire. Notre rôle, c'est d'éclairer les chefs d'État. C'est nous qui devons faire le débat. On donne des éléments d'appréciation et qu'ils prennent les bonnes décisions. Nous allons faire les étages de l'euro du franc CFA. Et en Afrique centrale, le débat n'est pas aussi mauvais que ça. Aujourd'hui, nous avons deux communautés qui sont en phase, la CEMAC et la CEAC. Nous sommes en train de voir comment mettre ces deux communautés ensemble. Il y a un copilsaire dont le président Biya est le patron. Nous sommes en train de réfléchir. Et je crois que le débat, nous avons pour 2013 en disant, c'est à 2023, il faut que le débat soit clos. Donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens. Je vous remercie. Madame Issa, y a-t-il une préoccupation à prendre en compte? Non, merci beaucoup. Le président a déjà tout dit. Nous ne sommes qu'un instrument de la CEMAC. Donc, parmi tous les instruments, il y en a beaucoup. Nous ne sommes qu'un seul et nous sommes en train de mettre en œuvre la stratégie de la CEMAC. Parce que, comme le président l'a dit, la politique au niveau du chef d'État est mise en œuvre à travers la stratégie au niveau de la Commission. Et la Commission, à travers nous en tant qu'institution, instrument de la CEMAC, nous mettons maintenant en œuvre tous ces plans d'action et cette feuille de route et ces programmes, le PER qu'on avait dit tout à l'heure, nous le mettrons en œuvre. Et c'est à travers nous que la CEMAC constitue donc le résultat qu'elle recherche. Okay, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur le professeur, monsieur le président de la commission de la CEMAC. Vous avez certainement, pour boucler cet entretien, un appel à lancer surtout à la jeunesse d'Afrique centrale. Bon, je crois que l'appel est simple, à amener la jeunesse à travailler, la jeunesse à croire, parce qu'il n'y a que le travail qui amène des bons résultats. Ok, je vous remercie, monsieur le président. Je voudrais juste modestement indiquer que la Belle Radio et Télévision, qui est une chaîne internationale, panafricaine, basée ici à Libreville, est à votre disposition pour faire en sorte que tout ce dont on a parlé, les idéaux, les indices qui peuvent nous tirer vers le haut, eh bien, puissent l'être effectivement. Merci beaucoup à vous. Nous espérons vous retrouver une autre fois sur un autre de nos plateaux. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, public, d'avoir assisté à cet entretien et nous restons ouverts au niveau de la Belle Radio et Télévision pour toutes les sollicitations. Au revoir.